Cette vidéo est l'enregistrement d'un atelier animé par les membres du collectif de freelance TalentExp. Nous sommes un regroupement d'indépendants spécialisés en intégration de données. Pour vos besoins de conseils, aussi bien sur la gestion de l'après-TOS, tout en gardant des solutions open source, que des besoins d'expertise sur vos solutions Talent Cloud, contactez-nous à le mail qui est en bas dans la description ou bien alors sur notre page LinkedIn. Bien, bonjour à tous et je vous dis bienvenue dans notre nouvelle session. Cette deuxième session va s'articuler autour de Talent Cloud. Nous allons commencer un cheminement étape par étape, pas à pas. Nous n'allons pas tout de suite enchaîner sur les bonnes pratiques Talent Cloud, même si ça aurait été intéressant tout de suite de parler de bonnes pratiques et de différentes méthodes d'utilisation de Talent Cloud. Mais ça sera pas le cas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons rester focus sur la mise en place de Talent Cloud. Euh, Nous allons voir plusieurs chapitres. Euh, Est-ce que vous voyez mon partage? Yes. Déjà. OK. Donc, comme je l'ai mis ici en intitulé de cette session, il s'agit de Talent Cloud Global Overview. Donc, nous allons voir les principales fonctionnalités de Talent Cloud et nous allons aussi axer notre session sur une partie architecture parce que je juge pour moi que l'architecture est un élément très important dans la mise en place d'une solution talent, une architecture qui est bien designée, qui est bien pensée, euh, euh, concourt aussi à la réussite d'un projet. Parce que tout ce qui est data et tout ça, ça demande énormément de ressources et il faudrait que ces ressources soient bien structurées et soient bien pensées à la base ou en prérequis pour réussir ton projet. Donc, dans cette première partie, voici les sujets que nous allons avoir. Et dans l'agenda que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, nous allons voir d'abord Talent Cloud de manière générale, avec ses différentes fonctionnalités, donc les différentes applications qu'il y a dans Talent Cloud. Nous allons voir également ce que c'est que l'architecture de référence, parce que vous allez entendre beaucoup parler lorsque vous commencez à travailler avec Talent Cloud. Vous allez entendre beaucoup parler d'architecture de référence. Donc, il est important de définir ce que c'est qu'une architecture de référence. À quoi correspond ce terme architecture de référence? En troisième point, nous allons voir de manière un peu plus détaillée les différents types d'architecture qu'on a dans l'architecture de référence Talent Cloud. On va voir également le mode hybride qui est très important pour certains clients talent qui veulent faire du self-management. Donc, dans le self-management, c'est surtout la gestion de leurs données avec Talent Data Stewardship et Talent Data Préparation, donc TDS et TDP. Et nous allons voir également quel type d'architecture utiliser, donc à quel moment prendre une décision sur un type d'architecture précis et comment l'implémenter. Puis, nous allons également parler de sécurité, parce qu'aujourd'hui, la sécurité est un élément primordial ou est un facteur de réussite dans la mise en place d'une solution cloud, qu'elle soit de talent ou pas. Donc, nous allons voir également quels sont les différents éléments de sécurité qui existent avec Talent Cloud qui nous permettent de mettre en place plus sereinement la solution sans avoir à se poser des questions sur d'éventuelles fuites de données ou des risques potentiels que notre solution Talent Cloud pourrait encourir. Nous allons finir sur deux derniers points qui sont les appendix. Donc, dans les appendix, j'ai mis également pas mal d'éléments. Nous allons voir, par exemple, quelle est la différence entre
le Remote Engine et le Cloud Engine. Il est important également d'avoir ces terminologies, la définition de ces différentes terminologies en tête pour savoir de quoi on parle et quelles sont les différentes caractéristiques des uns et des autres. Et voilà, il y aura plein de choses qu'on va voir, mais aujourd'hui, on n'aura pas la partie bonne pratique, ce sera dans un deuxième temps, donc dans ce qui va suivre après la partie architecture et définition des différentes fonctionnalités ou des différentes applications, on va orienter notre session 2 sur les fonctionnalités. Donc, on va voir en démo comment les utiliser. Nous allons voir également comment ces applications peuvent interagir entre elles, parce que ce ne sont pas seulement des applications qui ont chacune leur fonction de leur côté et qui ne voient pas les autres. Au contraire, ces applications peuvent interagir entre elles, faire une action dans une application et voir cette action se répercuter dans une autre. Et tout ça dans le cloud. Et d'où on va voir là la puissance de Talent Cloud. Et également, nous allons voir dans la session 2 les bonnes pratiques, donc avec tout ce qui est gestion des workspaces, gestion du Git, tout ce qui est cloisonnement. Nous allons voir également la partie monitoring avec Talent Cloud, mais tout ça, c'est vraiment dans la partie 2 de notre session ou de notre cheminement sur Talent Cloud. Donc, nous allons passer au premier point, donc Talent Cloud Overview. Dans le Talent Cloud Overview, je vous présente les différentes applications les plus essentielles, en tout cas, qu'on a dans la solution cloud, qui sont la Management Console, qui représente la tour de contrôle, ou c'est l'équivalent du serveur TAC, hein, qui nous permet de gérer la plateforme entière, de gérer les utilisateurs, donc création d'utilisateurs, suppression, mise à jour. Donc, elle nous permet également de gérer les projets. Donc, c'est dans la Management Console qu'on va créer les projets et qu'on va associer les utilisateurs à ces différents projets, donc les droits d'accès aux différents projets. Nous avons également la data préparation qui va nous permettre de préparer nos données. Donc, lorsqu'on a, par exemple, un projet data quality à mettre en place, la data préparation peut être un atout pour déjà profiler nos données et mettre en place des solutions automatiques de correction et de mise en qualité. Donc, d'où le nom data préparation. Donc, on va préparer dans cette application, on va préparer la qualité de nos données ou les actions qu'on va effectuer sur les données. La data stewardship également est une application qui est embarquée dans le cloud et la data stewardship nous permet généralement d'arbitrer les données. Donc, on a différents types de données qu'on peut avoir. Les données qu'on va dire de type unique, donc qui sont les valeurs uniques hein, d'un dataset. On va avoir également dans la data stewardship les doublons hein, qui vont apparaître suite à un traitement de matching. On va avoir également des suspects. Donc, les suspects, c'est toutes les données pour lesquelles il nous est difficile d'arbitrer de manière automatique la qualité de ces données. Donc, c'est des données qui peuvent être en doublon, mais qui ne sont pas réellement des doublons. Donc, on a besoin d'arbitrage sur ces données-là. Donc, la data stewardship va nous permettre de pouvoir agir soit manuellement ou automatiquement sur les données. D'où le nom stewardship, donc arbitrage de données. On a également l'API Designer.
Donc l'API Designer qui va nous permettre de définir nos différentes API. On va voir que l'API Designer va travailler étroitement avec Talent Studio et l'API Tester. Et on a aussi la Pipeline Designer. La Pipeline Designer qui est, euh, on va dire, un studio light qui est disponible dans le cloud et qui va nous permettre de mettre en place des process qui pourront s'exécuter directement dans le cloud. Donc, cela ne nécessite pas un Talent Studio client lourd, mais c'est un Talent Studio client léger, donc disponible dans le cloud et qui nous permet de mettre en place des process qu'on peut exécuter sur n'importe quelle plateforme, donc depuis un smartphone, depuis une tablette ou depuis un ordinateur, dans le train, n'importe où. Et enfin, on a le Dictionary Service qui est une application qui nous met à disposition un dictionnaire de données avec différentes listes de valeurs. On peut créer notre propre dictionnaire de données avec le Dictionary Service et le mettre à disposition à Data Stewardship, Data Préparation ou encore d'autres applications qui nécessitent d'avoir ou d'interagir avec un dictionnaire de données. Alors, donc, visuellement, à quoi ressemble la Management Console? Elle ressemble à cela, hein, où on a un menu latéral qui met en lumière les différentes opérations qu'on peut réaliser avec, sur la Management Console. Donc, les opérations, c'est en fait le monitoring hein, de la solution. Je vais essayer de partager en live. Est-ce que vous voyez mon deuxième partage? Ah, c'est bon, ouais, on voit la TMC. Ouais. Oui, vous voyez la TMC. Donc, voilà. Ça, c'est la TMC, donc Talent Management Console. C'est l'équivalent du serveur TAC ou Talent Administration Center. Donc, dans la Management Console, comme je le disais, on a le menu latéral et dans le menu latéral, on commence par l'opération. Donc ici, on voit que dans les opérations, on a toutes les opérations qu'on a publiées et qui tournent sur notre management console, qui peuvent apparaître ici. Les tâches en running, les tâches en failed, les misfire, les successful, etc. Donc toutes les opérations qui tournent sur notre TMC et qui sont monitorées dans la partie opération. On peut également les filtrer par artefact, par auteur, par temps d'exécution, par engine. Donc, les engines, on va voir, c'est les moteurs d'exécution, par période, plan, tag, etc. Donc, il existe pas mal d'éléments de filtrage. On peut également les avoir par environnement ou par workspace. Donc tout cela nous permet de monitorer ou d'appliquer un monitoring strict sur des éléments spécifiques qu'on veut voir. Ensuite, on a la partie management. Donc la partie management qui va nous permettre de d'avoir une overview sur l'ensemble de notre TMC. Donc ici, on a la liste des workspaces. Par défaut, il existe deux workspaces. Lorsque vous connectez la première fois à la TMC, donc un workspace nommé Shared et un workspace personnel. Donc le Shared, c'est tous les objets qui sont partagés entre tous les utilisateurs de la TMC. Et le personnel, c'est uniquement l'utilisateur qui se connecte, qui a visu, qui peut voir le contenu de son workspace personnel et qui peut exécuter tous les artefacts, toutes les tâches qu'il y a dans son personnel. Donc, c'est privé, le personnel, et le shared, c'est public. Donc, tout ce que vous mettez ici dans le shared sera visible par tout le monde, sauf si vous le publiez dans le personnel. Et là, c'est uniquement vous qui avez accès à ces éléments. On a aussi la partie projet. Donc, tout comme dans le serveur TAC, on peut créer des projets ici. Euh,
est connecté à un serveur Git. Aujourd'hui, il n'y a que le serveur Git qui est utilisé comme serveur d'artefacts ou non, euh, serveur de partage ou de gestion de code source, voilà le terme plus exact. Donc, tous les projets que vous allez créer ici seront stockés sur votre serveur Git. La partie processing, c'est tout ce qui est lié aux engines, donc aux moteurs d'exécution. Vous pouvez avoir différents types d'engines. Ici, vous avez les remote engines, ou un cluster de remote engines et un engine Gen 2. Le engine Gen 2, la particularité de ce moteur d'exécution, c'est qu'il est lié ou il est utilisé dans le Pipeline Designer. Donc, tous les jobs que vous allez créer dans votre application Pipeline Designer seront exécutés par le engine Gen 2, qui est différent du Remote Engine. Le Remote Engine, c'est tous les jobs batch que vous allez publier depuis votre studio qui pourront être exécutés avec le Remote Engine. Donc, ça peut être du batch ou ça peut être des API que vous publiez et vous pourrez l'exécuter avec le Remote Engine, ce qui est différent du Gen 2 qui est très précis. Lui, c'est uniquement tout ce qui est développé avec le pipeline designer qui, euh, qui seront visibles par le Gen 2 et qui pourront être processés par le Gen 2. Il y a aussi le Cloud Engine. Le Cloud Engine, c'est la solution, c'est le moteur d'exécution embarqué dans le cloud, géré par Talend. Le Remote Engine, il est géré par le client dans son environnement et le Cloud Engine, il est disponible dans le cloud, géré par Talend, donc vous n'avez pas la main là-dessus. En général, on l'utilise pour faire euh, du cloud to cloud. Si lorsque, lorsqu'on a besoin de performance, lorsqu'on a besoin d'exécuter des traitements directement dans le cloud, il est intéressant d'utiliser le Cloud Engine, mais on peut très bien aussi utiliser le Remote Engine. Et dans ce cas-là, au niveau performance, on sera moins, euh, ça sera moins intéressant qu'un Cloud Engine. Alors, dans les environnements, on peut également créer différents environnements. Par défaut, vous avez l'environnement default, mais il est possible d'ajouter d'autres environnements, dev, test, prod, etc. Et chaque environnement va se voir associer des workspaces. Et pour chaque workspace, on aura des utilisateurs et des permissions sur ces workspaces. La partie promotion va nous permettre de passer un artefact ou une tâche d'un environnement à un autre. Supposons par exemple qu'on veuille faire du CI/CD. Hein. Donc, le CI/CD, premièrement, on va publier notre tâche dans un environnement de dev sur la TMC. On va l'exécuter, on va exécuter notre tâche pour cet environnement de dev et après validation ou approbation du process, on va faire de la promotion. Donc, la promotion, grâce à cette promotion, on va pouvoir récupérer cet artefact ou la tâche entière, on va pouvoir la pousser dans un environnement supérieur, autre que l'environnement initial. Donc, de l'environnement de dev, je vais passer par exemple par un environnement de recette pour faire tout ce qui est recette fonctionnelle et technique de ma tâche. Puis, de la recette, je vais passer à un environnement de pré-prod et enfin un environnement de prod. Donc, la promotion sert à cela. Donc, à passer une tâche ou un artefact d'un environnement initial vers un environnement supérieur, en général, c'est de manière croissante. Donc, on va passer de la dev vers la prod en utilisant les différentes étapes intermédiaires. Donc, c'est à cela que se rapporte la promotion.
La partie User Security va nous permettre de rajouter des utilisateurs, de leur associer un groupe, un rôle, ou encore de gérer l'authentification des utilisateurs. Grâce au Sign-On, on va pouvoir utiliser le SSO, donc une authentification embarquée dans le cloud qui nous permet de nous connecter une fois à toutes les applications de notre plateforme Talent Cloud. Et aussi, ici, la partie Access Token va nous permettre de générer un token qu'on va utiliser lors de la connexion avec le studio. Donc, si je ne veux pas utiliser de login password, je peux générer un Access Token et c'est cet Access Token que je vais passer à ma connexion studio pour me connecter à mon environnement Talent Cloud, donc avec le endpoint de la TMC que je vais utiliser dans la configuration du studio. Et enfin, on arrive sur la partie configuration, donc qui concerne le mode hybride. Donc, dans ce mode hybride, qu'est-ce que cela signifie? C'est que pour certaines raisons, certains clients vont se dire, moi, je ne veux pas utiliser la data préparation et la data stewardship qui sont embarqués dans Talent Cloud, mais je veux installer en local sur mon réseau ces applications-là. Donc, le mode hybride va nous permettre de connecter la TMC aux applications data préparation et data stewardship qui sont installées en local. Généralement, on prend cette décision lorsqu'on a une sensibilité au niveau des data et qu'on ne veut pas que nos données se retrouvent dans le cloud. Mais on va voir dans la partie sécurité que Talend a pensé à tout cela et donc il y a une sorte d'encryption sur les données lorsqu'on décide d'utiliser ces applications qui sont directement hébergées dans Talend Cloud. Et la partie souscription, donc la souscription, bah, c'est le détail de notre souscription qu'on a dans Talent Cloud et on peut voir combien d'utilisateurs on a créé pour Data Inventory, donc qui ont le rôle Data Inventory, combien d'utilisateurs qui ont le rôle Data Préparation, combien d'utilisateurs qui ont le rôle Data Stewardship, combien d'utilisateurs on a également créé dans la Management Console et également combien d'utilisateurs qui vont utiliser le studio pour développer leurs applications et faire toutes les opérations avec Talent Studio. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la partie studio ici. Donc, cette partie studio, c'est lorsqu'on veut utiliser de manière embarquée les mises à jour de Talent Studio, ou encore on veut utiliser un serveur d'artefacts comme Artefactory ou Nexus pour publier nos librairies. Donc, vous savez que Talent Studio va utiliser énormément de librairies, donc de fichiers JAR pour, euh, pour les composants. Chaque composant est associé à une liste de librairies et ces librairies sont stockées dans les bonnes pratiques, ces librairies sont stockées dans ces serveurs d'artefacts qui sont Artifactory ou Nexus. Et le fait d'activer le Artifactory, Artifact Repository va vous permettre de configurer votre Nexus ou votre Artifactory pour le stockage de vos librairies. Et c'est très intéressant d'avoir cette fonctionnalité activée dans la mesure où, en général, lorsqu'on travaille avec Talend et qu'on a une souscription, on est en mode collaboratif. Donc, le mode collaboratif va nous permettre de partager la même version de librairie à tous les utilisateurs, à tous les studios qui sont connectés à un projet. Parce qu'à la différence avec une version Open Studio ou une version qui n'est pas connectée ou qui ne travaille pas en mode collaboratif, chacun va télécharger une version de librairie et ma version peut être différente de la version d'un collègue
ou peut être différente d'un autre collègue. Donc, on peut avoir trois versions différentes pour une seule librairie. Donc, le fait de travailler en mode collaboratif et d'activer l'Artifact Repository va nous permettre, pour celui qui a téléchargé premièrement la librairie, cette librairie sera poussée dans notre serveur d'artefacts et tous les autres développeurs qui travaillent sur le même projet vont récupérer cette même version de librairie et dans ce cas-là, il n'y a pas d'écart et on évite aussi des interrogations comme quoi ça marche chez moi, mais ça ne marche pas chez toi. Comment ça se fait? Donc, c'est lié aux versions de librairie, parfois, pas toujours, mais quelquefois, cela peut être lié aux versions de librairie qu'on utilise. Donc, le fait d'avoir une seule source pour nos librairies est une bonne pratique à observer et est quelque chose d'important à mettre en place. Donc, ça, c'est la présentation de la Management Console. Ensuite, à côté de la Management Console, on a, Franck, oui, juste excuse-moi pour les questions, comment tu veux qu'on procède? là, par exemple, on vient de finir la Management Console. Donc, si vous avez des questions, vous les posez et on passe à une autre application. Et si vous avez des questions, j'apporterai les réponses et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine la liste. On va dire pour chaque gros chapitre, on Ça peut marche. avoir des questions qui arrivent au fil de l'eau. Ok. Il y en a quelques-unes, ouais. Il y en aura quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Alors, je vais. Il y a Maxime qui lève la main, donc ce sera l'oral, ou des questions dans le écrite, ou des questions que Rida aussi a une question. Donc, Alors, allez-y. la question, la TMC est propre à une version Talad ou multi? Alors, oui, en fait, la TMC, elle n'est pas propre à une version. Donc, alors, il y a quand même une liste de versions qui sont compatibles avec la TMC. Je prends l'exemple de Talend 7.3 et Talend 8 qui seront, on va dire, fusionnés de la TMC. Donc, celui qui est en studio 7.3 peut, je dis bien peu, et là je mets des guillemets, parce que il faudrait aussi, en fonction de sa licence, que son studio soit compatible avec la version du TMC qui est disponible. Éventuellement, Talend 8, cela va de soi. Donc, puisque c'est la dernière version de Talend, celui qui a un Studio 8 se connecte de facto à la TMC. Mais celui qui a une version antérieure à la version 8 peut utiliser la TMC sous condition d'avoir la licence qui va bien, qui soit compatible avec la TMC. Et là, c'est Talend qui gère cette répartition au niveau des connexions. Parce que, il faudrait que cela soit embarqué dans votre licence pour que vous arriviez à vous connecter avec votre studio inférieur à la 8 à l'environnement TMC. D'autres questions? Ouais, il y avait Maxime. Bah, Maxime, si tu veux, à l'oral, je crois. Ouais, moi je peux parler à l'oral, vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais. Et du coup, moi j'avais plusieurs questions. Je connais bien Talend, mais j'ai pas suivi les évolutions sur les 4-5 derniers mois là. Sur la TMC Cloud, donc tu parlais des RE Cloud, donc des Remote Engine Cloud. Est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule par rapport à la puissance agréée associée à ça? Parce que je savais qu'avant c'était un peu nul. Est-ce qu'ils ont modifié ça? Est-ce qu'on a des choix de puissance ou pas par rapport à cela? Alors, la Remote Engine, comme je l'avais dit, c'est un moteur d'exécution qui est installé en local euh, sur le réseau du client. Et donc, la puissance du Remote Non mais Engine va... Oui, oui, ça peut-être que oui, j'ai mais je pas parlais compris des la Remote question. Engine. En fait, je parlais des Remote Engine Cloud, tu sais, les RE Cloud. Tu as trois Ah, possibilités, soit tu as d'accord. les Remote Engine 2, les 1 ou les Cloud. Oui, en fait, oui, bon, les clouds, côté puissance, je ne saurais trop m'avancer là-dessus. Parce que en réalité, je ne sais pas.
Euh, la seule, la seule chose que je sais sur les Cloud Engine, c'est que on va dire, ça va dépendre de du besoin. Ça va dépendre du besoin du client et du volume de données à processer. Mhm. En général, lorsqu'on est dans le cloud et qu'on veut faire du cloud to cloud, par exemple, imaginons on a du Snowflake dans le cloud et on veut traiter des données directement dans le cloud, je vous conseillerais d'utiliser le Cloud Engine. Malheureusement, le Cloud Engine est un élément sur lequel on n'a pas la main. Le client ne gère pas le Cloud Engine. C'est Ouais. directement géré par Talent. Ouais, Et donc ça, donc, ils n'ont pas changé. je pense que l'architecture Talent Cloud Engine n'a pas évolué tant que ça. Mais je prends des pincettes en le disant parce que, voilà, on va dire, c'est le product manager de Talent Cloud qui peut facilement répondre à cette question. Et donc là, peut-être qu'on pourra, à la prochaine session, euh, convier une personne de chez Talent ou euh, un C'est fait pour product février. manager ou ça en février? Ben, nickel, Février. super. Donc, on garde la question pour février, mais de ce que je sais, le Cloud Mhm. Engine, on n'a pas la main là-dessus. Et ça, on va dire que c'est le défaut, euh, après, un défaut, je ne sais pas, mais c'est une stratégie qui ne convient pas forcément à tout le monde parce qu'on aimerait bien avoir la possibilité de manager ou de driver la configuration d'un moteur d'exécution qu'on utilise et Mhm. de pouvoir adapter ce moteur-là à nos différents besoins. Mais on ne l'a pas. Peut-être que ça Ouais. pourra faire l'objet d'une prochaine feature de Talent qui mettra à disposition de manière cloisonnée un Cloud Engine aux clients pour qu'ils aient accès à ce Cloud Engine et de pouvoir le configurer comme ils le souhaitent, en ajoutant de la mémoire, par exemple, ou en augmentant le nombre de CPU. Par défaut, c'est 4 vCPU pour tous les moteurs d'exécution Remote Engine ou Cloud Engine, puisque le Cloud Engine est installé physiquement sur des data centers AWS ou Azure, mais c'est Talent qui gère. Et on ne sait pas comment ils sont configurés, malheureusement. Ok. Euh, j'ai deux autres questions toujours par rapport à la TMC, voire trois. Il y en a une, elle va être assez rapide. Je sais qu'en fonction du niveau de licence, alors après les licences ont changé récemment, donc c'est pour ça que je la pose. Je sais qu'avant, en Talent TMC Cloud DI, on avait droit à accès qu'à deux environnements. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'ils ont changé cette règle-là? Dans deux environnements, c'est-à-dire En fait, tu sais, dans la TMC, tu as les environnements à gauche, et ce qui permet de faire, tu sais, des promotions entre des environnements talent, donc dev, pré-prod, prod, dans un monde idéal. Et je sais qu'en TMC Cloud DI, c'était limité à deux. Ouais, environnement à gauche. ouais. Ouais, Environnement, ouais. Vas-y. et c'est ici, en fait, je sais que enfin, avant, il y avait un nombre limité, si on était en TMC DI Cloud, qui était limité à deux environnements. Et du coup, si on voulait en créer un troisième, il fallait monter la licence. Est-ce que c'est toujours le cas avec les nouvelles licences TMC Cloud ou pas? Ouais. Peut-être que t'as pas la réponse maintenant, hein. C'est Je pas. n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la Ah, réponse d'accord. puisque moi j'utilise la version trial et dans cette version, on peut ajouter X environnements euh, qu'on souhaite. Donc il n'y a pas de Ok. limite d'environnement. Après, effectivement, on a une grande différence entre la version Data Intégration Cloud et la version Management ou Data Management. Après, il y a aussi Hmm. la version Data Fabric, mais la Data Fabric se rapproche beaucoup plus de la Data Management. Mais la Data Intégration, euh,
je ne sais pas. Ouais. J'ai très peu utilisé la data intégration cloud. La plupart des clients pour lesquels j'ai eu à travailler ont soit une data management ou une data fabrique. Du coup, j'ai très Mhm. peu eu l'occasion de voir une data intégration cloud. Mais je pense que je vais prendre ta question, je vais échanger avec l'éditeur pour avoir des réponses à ta question et rajouter la réponse dans le wiki ou Ouais. plus tard. Ok. Euh, Deux petites dernières questions. Il y en a une, ça va être assez rapide. Le nombre de Remote Engine est toujours limité par le nombre de crédits dans la souscription Tout à fait. ou pas? Ouais, ok. Et Tout, tout à fait. la dernière. Oui. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'apporte juste les éléments de réponse à cette question parce que c'est vrai que on se dit il n'y a pas de limite, mais en réalité, on est limite au nombre de tokens qu'on a là. Par défaut, pour un client qui a une data management ou une data fabrique, donc dans sa souscription, il aura 90 000 tokens dans, à utiliser. Et les 90 000 tokens correspondent à 10 Remote Engine ou s'il a une data intégration, il aura 5 Remote Engine. Donc, on Ouais. peut installer jusqu'à 10 Remote Engine lorsqu'on a 90 000 tokens dans sa souscription ou 5 Remote Engine lorsqu'on a 45 000 tokens dans sa souscription. Après, on peut faire de la répartition des Remote Engine si on veut faire par exemple de la robustesse, on veut mettre en place une architecture assez robuste, on peut en environnement de dev installer 2 Remote Engine et les configurer en haute disponibilité. On peut également les répartir par 2 sur chaque environnement et avoir ainsi de la haute disponibilité sur tous les environnements. Ou alors, on peut se dire, pour l'environnement de dev, j'ai un seul Remote Engine et pour tous les autres environnements, je les échelonne jusqu'à avoir même 4 Remote Engine pour l'environnement de prod, par exemple. Donc, tout dépend de la souscription. Donc, ce qu'il faut retenir sur la question des Remote Engine, sur combien de Remote Engine je peux avoir 5 Remote Engine lorsque j'ai 45 000 tokens ou 10 Remote Engine lorsque j'ai 90 000 tokens. Et là, on peut voir que le Cloud Engine, à lui seul, il consomme 45 000 tokens. Donc, ça a un élément de décision également. Donc, lorsque j'utilise un Cloud Engine, il faut savoir que je ne peux qu'installer un ou deux Remote Engine, Cloud Engine, parce que juste le Cloud Engine, il va consommer 45 000 tokens. Contrairement aux Remote Engines, où je peux avoir 10 Remote Engines, car un Remote Engine va consommer 5 000 tokens. Ok. Ok. Et dernière question. Tout à l'heure, tu as évoqué AWS et Azure. Il n'y a toujours pas de GCP en vue côté TMC. Non, toujours pas. Ok. On a que les deux pour Ok. l'instant. Peut-être que ça va évoluer dans un avenir très proche. On espère. Ouais, parce que du coup, ça bloque certains clients qui sont obligés de passer sur de l'attaque. Je pense par exemple à Chronopost, par exemple, de tête. Ils ont du talent, mais ils sont full GCP, donc ils sont obligés de faire une TAC. Ok. Bah, peut-être que parce que vu que c'est des questions qui touchent à l'architecture et aussi à une stratégie du produit, peut-être que c'est quelque chose qui va être mis en place assez rapidement. Bah, on ne sait Ouais. pas encore, hein. Je le dis avec précaution, mais on attend de voir les prochaines annoncées de l'éditeur pour savoir où est-ce qu'on va. Ok. 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 Bah, moi, j'ai plus de questions. Super.
Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Non. Oui, Si, moi j'ai une question, bonjour. oui, moi j'ai eu. Ah, Ok, vas-y. Excusez. est-ce que vous m'entendez ou pas? Ouais, vas-y, Rida. Oui, Rida, on Du t'entend. coup, j'ai une question sur les workspaces. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Est-ce que c'est utilisé pour stocker les job talent, les zips? Ça veut dire, est-ce que ça veut dire il fait le rôle comme un Nexus pour sauvegarder les artefacts, c'est ça? Alors, le workspace, euh, attends, je vais revenir sur. Donc, c'est dans management. Et là, j'ai mes workspaces. Donc, le workspace va contenir les artefacts parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'interface qu'on voit là, vous avez sur le data center sur lequel que vous utilisez, par exemple, vous avez des serveurs de d'artefacts. Donc, soit ça peut être du Nexus ou de l'Artifactory. Ça, pour l'instant, on n'a pas l'info là-dessus. Mais vous avez des serveurs d'artefacts. Donc, lorsque vous publiez un artefact depuis votre studio vers la TMC, ces artefacts qui sont buildés et qui sont packagés en format zip seront stockés dans ces serveurs. Vous, on va dire nous ne voyons que la phase avant. Donc on est plus sur la partie visuelle et dans la partie visuelle, nous on ne sait pas que derrière il y a un zip qui a été compilé et qui a été envoyé. On ne voit que l'artefact, donc le nom de la tâche qu'on a publiée, et on voit également la version de cet artefact-là. Mais effectivement, le workspace, c'est le répertoire dans lequel on va avoir nos artefacts qui ont été publiés, et pour ces artefacts, on va avoir la liste des tâches ou le nombre de tâches qui sont créées sur ces artefacts et les plans d'exécution ou encore les autres objets comme connexion, ressources et tout cela. Mais c'est pas, on va dire, c'est l'équivalent, si tu veux, de ton Nexus, comme tu l'as dit, ou de ton Artifactory, mais on n'a pas accès à ce zip-là qu'on peut voir lorsqu'on gère nous-mêmes notre Nexus ou notre Artifactory. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui, Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. ok. En fait, comme tout à l'heure, par rapport à l'inter. Allô? On Vous t'entend plus. m'entendez? On t'entend plus. Ah, Vas-y, et vas-y. là, vous m'entendez? Ouais, Ok. vas-y. En fait, oui, c'était par rapport à la migration entre le TAC et le TMC. C'est quelque chose de easy à faire ou il y a du réel dev derrière? Ben, j'ai pas bien compris la question, mais je vais essayer de reformuler. Donc, tu as Vous dit m'entendez? que on t'entend, mais un peu difficilement. Mais Ah, peut-être j'ai cru c'est mon comprendre casque. migration TAC vers TMC. C'est bien C'est ça? bien ça. Oui, oui. Je sais pas si vous Est-ce que m'entendez. derrière, il y a du développement? Exact? C'est ça la question? Oui, si vous m'entendez. Oui. Oui. OK. Ça. Alors, la migration de TAC vers TMC va peut-être demander un redéveloppement des jobs ou, ou pas. Parce que derrière, il y a un outil Talent qui a été développé qui permet de faire la migration de l'environnement on-premise vers Talent Cloud. Ça s'appelle, je crois que c'est une application qui s'appelle Move to Cloud, un truc comme ça. Et donc, cette solution de migration va récupérer le contenu de votre serveur TAC, donc les utilisateurs, les rôles, va également récupérer les projets et on va créer dans la TMC ces projets-là. Donc, il n'y a pas, non, on va créer dans la TMC ces différents objets. Il n'y a pas de développement en réalité. Donc, c'est une opération de migration. Donc, on récupère
le contenu du TAC via des API, donc via l'API qui est disponible sur la TAC, et on va migrer tous ces objets dans la TMC également en utilisant l'API de la TMC. Il n'y a pas de développement à ce niveau. C'est juste de la configuration. Donc, je vais configurer mon outil de migration en lui donnant l'adresse IP ou l'adresse URL du serveur TAC. On va lui donner également le login et le mot de passe du user security, parce que normalement, c'est le user security qui a accès aux objets tels que les utilisateurs, les rôles, les droits d'accès, les projets, etc. Donc, on va lui donner les logins et mots de passe du user security. Et de l'autre côté, on va lui donner également l'API de Talent Cloud et une, une clé d'authentification pour permettre à ce compte utilisateur security qui est présent sur l'attaque de migrer tous les objets nécessaires à la migration Talent Cloud vers la TMC. À ce niveau, il n'y a pas de développement, c'est juste de la configuration. Après, une fois que les objets sont migrés vers la TMC et sont disponibles dans la TMC, dans le projet en lui-même, on peut se dire, bon, maintenant que je suis sur Talent Cloud, est-ce qu'il y aurait du développement à faire? Et c'est là où on va faire intervenir le studio, peut-être pour développer de nouveaux objets ou alors pour changer la méthode de travail ou changer la conception de nos jobs. Parce que la façon dont on va utiliser les contextes en local peut être différente de la façon dont on va les utiliser dans la TMC ou la façon dont on va créer les connexions dans un projet on-premise sera peut-être différente de la manière dont on va les utiliser dans le cloud. Et ça, c'est dans la deuxième partie de notre session cloud qu'on va voir ces différences qu'il y a entre le développement on-premise et le développement pour du talent cloud. Mais en soi, il n'y a pas de développement qui est nécessaire euh, pour migrer de l'on-premise vers du cloud, sauf avis contraire ou sauf décision contraire du management du projet qui va dire, bon, on veut redévelopper certaines choses et dans ce cas-là, on va utiliser le studio pour redévelopper certains objets afin que ceux-ci soient compatibles avec du cloud. Ok, c'est clair. C'est clair. Mais c'est seulement que, comme tu l'avais touché une partie au niveau de la conception des connexions de contexte et autres, qui ne sont plus de la même manière entre le TAC et la partie TMC. Là, il faudra revoir tous les jobs. Mais imaginons que si nous avons des centaines de jobs déployés sur Talend TAC, s'il faut revoir toutes ces connexions, ça veut dire qu'il faut redéployer à partir du studio tous les contextes vers la TMC. C'est ça? Il faut tout redéployer. D'accord. Parce que, en fait, Ah, quand on déploie une tâche sur un serveur TAC, cette même tâche, on peut la redéployer sur la TMC sans rien changer. Cependant, la gestion des contextes dans la TMC, elle sera légèrement différente de la façon dont on les voit dans l'attaque. Et cela aussi dépend des bonnes pratiques à observer, parce que lorsqu'on va utiliser, par exemple, des variables de contexte de type password, mais qu'au lieu d'utiliser le type password dans la définition de la variable, on utilise le type string. Et ça, c'est une erreur qu'on commet généralement euh, pour, euh, pour des raisons de facilité, donc pour aller vite, on va créer une variable de contexte, password Oracle, par exemple. Et cette variable de contexte, on va la définir avec le type par défaut, qui est du string. Sauf que il est conseillé de changer ce type de la variable
et de passer ce type au format password, donc en utilisant bien le mot password dans la liste des types disponibles. Et le fait d'utiliser cette bonne pratique va faire que lorsqu'on va publier notre variable de contexte depuis le studio vers la TMC, cette variable de type password, elle sera masquée et elle sera encryptée. Donc, on ne va pas avoir accès aussi facilement à cette information. Contrairement au fait que si on laisse le type string de la variable et qu'on publie tel quel sur la TMC, ce type string va faire que le password qui est censé être crypté sera visible, en clair dans la TMC. Donc, effectivement, il y aura du développement si cela nécessite ou si cela est nécessaire. Parce qu'il n'est pas forcément obligatoire de tout redévelopper. On peut réutiliser l'existant et les publier vers la TMC, ça va fonctionner. Mais lorsqu'on n'a pas observé les bonnes pratiques, il est dans ce cas recommandé de faire un tour d'horizon dans son projet pour identifier les mauvaises pratiques qu'on a utilisées et de les adapter en utilisant les bonnes pratiques recommandées par Talent. Je prends un autre exemple. Les double cotes sont peut-être permis en, en local, donc dans un projet on-premise, mais lorsque vous publiez les double cotes sur vos variables de contexte vers la TMC, cela génère des erreurs. Les double codes sont prises en compte dans l'exécution de vos jobs. Ça peut engendrer des erreurs d'exécution lorsque vous faites appel à ces variables. Donc, il est recommandé de ne pas mettre les doubles cotes sur vos variables de contexte. Et à partir de là, lorsque vous publiez ces variables vers la TMC, vous êtes à l'abri d'éventuelles erreurs ou d'éventuelles régressions sur l'exécution de vos jobs. Et est-ce que tu évoques, alors peut-être après, les connexions underscore quelque chose par rapport à le lien avec la TMC ou pas? Alors, pour tout ce qui est connexion underscore, donc les règles de nommage de la TMC, je vais évoquer cette partie-là dans les bonnes pratiques. Ok. Parce que on n'a pas énormément de temps. Et pour cela, je préfère faire une démo en live, histoire de marquer le coup et, euh, et de faire ressortir ces différences entre les règles de nommage qu'on utilise on-premise et la règle de nommage qu'on va utiliser avec la TMC ou avec Talent Cloud. Donc, cette partie-là, je la réserve pour la deuxième session où on va mettre en avant les bonnes pratiques de développement avec Talent Cloud et quelques petits tips qui pourront nous aider dans nos projets avec la TMC ou sur Talent Cloud. C'est bon? Je crois qu'il y avait une connexion dans le chat sur l'histoire de la version entre est-ce que un Remote Engine peut exécuter les jobs V7 en V8? Alors, en fait, là-dessus, il y a deux réponses à apporter. Si vous êtes sur la V8 et que vous avez installé le patch R 2024-05, donc le patch qui date de mai 2024, donc de cette année, vous êtes obligé de passer sur du Java 17. En dessous, vous pouvez utiliser du Java 11 et le Java 11 est compatible également avec la version 7 de Talent. Donc, en théorie, si vous utilisez votre Talent 7 et que vous avez du Java 11, ça, on va dire, c'est la norme. Ça fonctionne. Vous pouvez avoir du Talent 8 et utiliser également cette même version de Java. Sauf à partir du moment où
vous installez le patch R 2024-05. À partir de cette version, vous êtes obligé de passer sur du Java 17 parce que cette version n'est pas compatible avec les versions antérieures de Java. Enfin, cette release n'est pas compatible avec les versions antérieures de Java. Et c'est stipulé dans, dans la release note que si vous utilisez le patch R 2024-05, donc à partir de cette version de patch, vous êtes obligé d'installer du Java 17 et de configurer votre studio pour utiliser cette version de Java 17. Donc, on a les deux réponses. Théoriquement, si on a une version antérieure à Java 17, on peut utiliser notre V7 et notre V8, mais à partir du moment où on passe au patch, on passe sur le patch R 2024-05, là, on est systématiquement sur Java 17 et au-delà. Après, il faut également regarder dans la matrice de compatibilité pour savoir jusqu'à quelle version de Java ma V8 est supportable. Parce que toutes les versions de Java, la dernière, c'est sûr qu'elle n'est pas encore supportée par la V8. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à du Java 19, mais le Java 21, je ne l'ai pas encore testé. Le Java 19, je l'ai testé avec la V8. Ça fonctionne bien, je n'ai pas eu de régression. Mais pour rester dans les normes, parce que derrière, si on fait aussi un peu n'importe quoi et qu'on utilise une version de Java qui n'est pas mentionnée dans la release note de l'éditeur, on pourrait ne pas être supporté par l'éditeur parce qu'on n'a pas une version qui est compatible ou qui fait partie de la liste de compatibilité des versions supportées par Talend. Donc, je vous conseille de rester dans les normes de ce qui est publié sur le site de Talend pour être supporté sans problème. N'empêche que on peut utiliser des versions un peu supérieures à la 17 si, enfin, si vous le souhaitez, quoi. Mais ça reste à votre, je dirais, à vos risques et périls, entre autres. Néanmoins, on est censé, et là, je le dis, c'est mon ressenti, hein, euh, on est censé suivre les évolutions de Java, hein, parce que derrière, il y a des règles de vulnérabilité que certaines entreprises mettent en place et qui sont assez strictes concernant tout ce qui concernant toutes ces versions de Java. Et par moment, les équipes sécurité dans nos entreprises ne vont pas accepter d'utiliser une version de Java qui soit vieille. Et du coup, il serait peut-être intéressant si les versions de Talend arrivaient à suivre également les versions de Java. Mais ça reste compliqué. Du coup, c'est un terrain sur lequel on va pas trop débattre. C'est très clair en tout cas. Merci. T'en prie. D'autres questions? Sinon, on passe à la suite de notre présentation. On n'a même pas encore parlé de l'architecture, hein. Oui. On est encore Vas-y. sur les applications. Bon, on va essayer de passer assez rapidement. Donc, les applications Pipeline Designer, donc je vous ai mis la définition là. Le Pipeline Designer, comme je l'ai dit en introduction, euh, est un studio léger qui va nous permettre de définir des process dans le cloud avec les composants qui sont disponibles dans le Pipeline Designer. Je vais vous montrer assez rapidement si ma connexion est toujours active. Yes. Donc, on va aller voir à quoi ressemble le Pipeline Designer. J'ai récupéré la version démo, hein.
je triche un peu. Alors, est-ce qu'on peut réduire ça? Je vais voir si je peux réduire mon écran. C'est pas toujours simple. Hop, on va faire ça et on va faire ça. Donc, voici un peu à quoi ressemble le pipeline designer. Ça, c'est un process qui a été défini dans le cloud avec le composant de pipeline designer cloud. Donc, on peut reconnaître ici certains composants par leur nom. Ici, c'est quoi le nom du composant? C'est un composant input et qui prend des valeurs en entrée. Ensuite, ce composant input va passer les données à un composant d'agrégation qui est l'équivalent du T-aggregate row. Ensuite, on va faire du field selector. Donc, le field selector, c'est soit c'est un filtre, c'est le T-filter colonne. Donc, c'est l'équivalent du T-filter colonne, ainsi de suite. Donc, vous voyez que les composants qu'on a là sont pratiquement les mêmes. On va retrouver les mêmes avec le studio en client lourd. Donc, on a le T-replicate qui est là. Ça, c'est un composant de self-coding, donc le Python, qui nous permet de définir notre propre code Python ici. Donc, on peut éditer notre propre code et l'appliquer à nos data. On peut également faire de la jointure, donc ici, un peu l'équivalent du tmap, où on va faire de la jointure sur nos données et définir des colonnes de jointure. Donc si je viens là, euh, voilà, j'ai une jointure inner join sur le fichier airlines et en bas, j'ai du left key, donc c'est la clé de jointure qu'on voit. Et donc, je peux faire des choses, je peux faire des opérations, comme je l'ai fait dans le studio lourd, je peux également les faire avec le pipeline designer. Il faut se familiariser avec, mais on retrouve pratiquement les composants, l'équivalent des composants qu'on a dans le studio lourd, on les retrouve également dans le pipeline designer. Et une fois qu'on a fini de développer notre process, on peut l'exécuter. Par exemple, ça, c'est l'équivalent du Telogro qui nous permet d'afficher, pardon, dans la console notre, nos résultats d'exécution. Donc, et j'avais dit que pour le pipeline designer, le moteur d'exécution capable d'exécuter nos process de pipeline designer, c'est le Remote Engine Gen 2. Hein, ce n'est pas le Remote Engine tout court. Hein. Le Remote Engine Gen 2, c'est celui-là qui va nous permettre d'exécuter nos batchs pipeline designer. On peut également faire de l'API hein, dans Pipeline Designer. Donc, alors, si je reviens ici, je crois qu'on peut rajouter des composants API. Donc, si je fais REST, est-ce qu'il va... Attendez, je vais masquer tout ça. Où est-ce que... Export. Alors, si je fais plus, c'est pour zoomer. Ah, c'est pour quoi? C'est pour rajouter des notes. Oui, Alors, ici, par exemple, voilà, exactement, c'est ce que je cherchais. Donc, je peux rajouter d'autres composants ici. Donc, on a la liste des composants. Je peux faire du streaming hein, pour les utilisateurs qui ont besoin de faire de l'exécution continue. Je peux faire du data cleansing, utiliser une fonction date, des fonctions mathématiques. On peut faire de la data quality ici avec ce composant phone qui va extraire les numéros de téléphone ou les indicatifs.
on peut faire du fil concaténator, donc concaténer différents champs. On peut parser du JSON ou de l'XML et ressortir à plat les colonnes. On peut normaliser ou dénormaliser. Voilà, on peut faire pas mal de choses avec le pipeline designer. Une fois que c'est développé, ça tourne. Cela est publié sur le Remote Engine Gen 2 et depuis un smartphone, depuis une tablette, je peux lancer l'exécution d'une tâche. Je peux être dans le train en attente d'embarquement dans mon avion et déclencher une tâche le temps que ça tourne, pendant que mon train continue ou le temps que j'arrive chez moi ou j'arrive au bureau, je peux déclencher une tâche. Je ne suis pas obligé d'être connecté sur mon réseau local d'entreprise pour exécuter une tâche. C'est là où, où on a vraiment la puissance, enfin, une des forces du pipeline designer. Donc ensuite, pas de questions là-dessus? Ça va? Si. Moi, j'ai deux questions que j'ai mis dans le pipeline designer. Déjà, c'est pour quel cas d'usage on va l'utiliser, lui, plutôt que le studio classique? Alors, le pipeline designer peut être utilisé dans les cas où on a, on a juste, enfin déjà, lorsqu'on a un utilisateur métier ou on va dire intermédiaire entre le fonctionnel et la technique, parce que les composants sont assez intuitifs, hein. Donc on comprend très vite leur utilité. Donc un utilisateur qui a un léger background en technique peut utiliser le pipeline designer pour définir ses process. On peut avoir le cas d'usage où euh, je n'ai pas de client lourd, j'ai une solution Talent Cloud, je veux définir des process assez simples euh, pour, euh, pour faire du cloud to cloud, par exemple. Donc, je prends mes datas d'une on va dire, de ma solution SAP dans le cloud ou de ma solution Snowflake et je veux les envoyer vers une base de données que j'ai, par exemple, dans Azure ou dans Amazon, par exemple. Et donc, je définis mon pipeline pour faire du cloud to cloud, tout simplement. Et aussi, dans le cas où on veut réduire au maximum l'interaction avec le réseau local. Parce que en dehors du pipeline designer, si vous n'utilisez pas le pipeline designer, ça veut dire que vous utilisez votre réseau local pour développer. Donc, vous êtes lié à un emplacement physique, en théorie. Et pour se détacher de cet emplacement, on peut avoir recours au pipeline designer pour mettre en place tous ces process. Et généralement, euh, là où on aura un réel intérêt d'utiliser le pipeline designer, c'est pour faire des choses assez simples, du chargement de données de cloud vers cloud, euh, du, euh, euh, du filtrage des données, mais tous ces process sont exécutés dans le cloud. Voilà, c'est vraiment des process assez simples. Si Ok, je veux mettre en place des process avancés où j'ai de la data quality avec des règles un peu complexes, où j'ai du filtrage de données, mais je veux rajouter des règles complexes, dans ce cas-là, je vous conseillerais d'utiliser le studio. Parce que le studio, il n'y a pas mieux pour mettre en place euh, un peu plus de robustesse dans nos process. ok. Et dernière question, merci beaucoup. Dernière question, est-ce qu'on peut appeler un job dans ce designer? Un job dans Pipeline Designer, Ouais. Dans l'artefact, enfin, le truc que tu as publié sur le cloud. euh,
Alors là, pour ne pas dire n'importe quoi, je préfère regarder. Je vais tricher. Euh, Parce qu'au final, en studio, on peut non, expliquer je quelque pense chose. pas. Ah, tu penses pas? Parce que sinon, ça voudrait Non, dire qu'on je pourrait pense aller un pas peu qu'on plus puisse loin. appeler un job. Oui, on pourrait aller plus loin. On pourrait voir un peu comme l'ESB où on appelle un job dans une route ou dans une API, un truc comme ça. Mais Mhm. avec le pipeline designer, non, Ah ouais, non, c'est pas fait pour je ça. pense Ok. pas. Ok. Non. Ok, merci. En tout cas, j'ai J'ai pas encore vu d'utilisation de job dans Pipeline Designer. j'ai juste une question. Bon, c'était juste une question pour confirmer. Ça veut dire on peut utiliser les pipelines là juste pour les données qui sont stockées en cloud. Oui, en général, c'est le but. Ok. Et c'est pas bien pour une grande quantité aussi de données. Alors, pour une grande quantité, pourquoi pas? Parce que généralement, quand on fait du Snowflake, c'est qu'on a des données assez volumineuses. Donc, et le Snowflake est aussi robuste pour stocker un volume de données important. Ou quand on fait euh, du Salesforce, on a un volume de données assez important également à gérer. Donc, je dirais le critère volume de données n'est pas, euh, n'est pas un frein à l'utilisation du pipeline designer. C'est plus au niveau de la simplicité du flux. Donc, on veut mettre en place un flux simple euh, pour une architecture purement cloud. Dans ce cas-là, oui, on peut utiliser Pipeline Designer. Mais si on doit faire de l'hybride, dans ce cas, on va utiliser un studio normal pour développer nos flux. Dernière question, quand tu vas publier les jobs là, créés ici sur le pipeline, ça va être stocké sur les mêmes workspace que pour les autres qui sont publiés par Studio, c'est dans Oui, les mêmes oui, endroits. oui, tout à fait. La publication des job pipelines vont également stocker dans le workspace, sauf que ils auront un nom bien précis pour identifier qu'il s'agit des job pipelines ou des process pipelines. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Rien. Alors, donc, data inventory. En général, data inventory, c'est lorsqu'on veut faire un inventaire de nos données pour identifier le niveau de qualité de ces données-là. Et concrètement, à quoi cela ressemble? Donc, je reviens sur ma TMC, je clique sur Data Inventory, j'ai récupéré un jeu de test, et là, dans Data Inventory, j'ai une analyse sémantique des données que j'envoie dans Data Inventory. Et systématiquement, Data Inventory va appliquer des critères d'analyse. Et ces critères d'analyse vont me donner l'information sur la santé de mes données. D'où le terme Data Inventory. Donc, on va inventorier les données qu'on a chargées et ressortir des métriques sur le niveau de qualité de ces données. Donc, on voit ici, c'est marqué Data Quality Goods, parce qu'on a des données qui sont de bonne qualité à 92,2%. Et si on veut voir également les autres éléments qui nous mettent en lumière la data inventory, on voit ici que là, on a des données US Phone, on a dans le dataset une validité. Donc, les données US Phone correspondent au type de la colonne. Donc, ça, ici, dans le name,
on a le nom des colonnes et ici, c'est le niveau de validité des données par rapport au nom de colonne. Donc ici, on a 92% des données qui correspondent au numéro de téléphone US. On a 90% des données qui correspondent aux coordonnées géographiques et 66% des données qui correspondent au pays, toujours avec le même dataset. Donc la data inventory va nous permettre d'avoir ces différentes métriques pour avoir enfin une idée sur le niveau de qualité de notre dataset. On a également le volume de données ou le pourcentage de données qui sont invalides par rapport toujours à la règle sémantique qui va s'appliquer lors de l'analyse de ces données-là. Donc, de manière générale, pour résumer l'utilisation de la data inventory, c'est lorsqu'on veut faire un inventaire des données et mettre en lumière le niveau de qualité de ces données-là. C'est une bonne approche pour savoir dans quelle mesure on peut agir sur les données afin de les qualifier à 100%. C'est bon? Des questions? Ouais, il reste un peu flou pour moi. Ça veut dire que tu intègres un fichier là-bas pour voir est-ce que la qualité des données elle est bonne ou pas, ou bien tu fais comment? Exactement. Je peux intégrer ici dans les connexions, je peux intégrer un fichier. Donc là, si je fais add connexion, je peux avoir différents types de connexions. Donc je peux me connecter à une base de données Amazon, Redshift, Aurora. Je peux me connecter à du S3. Je peux me connecter à de l'Azure Data Lake. Je peux me connecter, alors j'ai connexion locale quelque part. Je peux utiliser de l'Elasticsearch. Je peux utiliser du Google Analytics, du Ouais. BigQuery, du Kafka, Local Connection. Donc, Local Connection, si vous voulez créer une connexion locale, vous pouvez également cliquer sur Local Connection et sélectionner ici enfin, l'engine qui vous permettra de vous connecter à votre source locale. Vous lui donnez un nom, une description, et une fois que c'est fait, vous aurez dans l'étape suivante, parce que je n'ai pas le Remote Engine Gen 2, donc ça ne, enfin, je n'ai pas installé de Remote Engine en local, donc ça ne va pas fonctionner. Mais une fois que vous avez défini votre connexion locale, qui peut être soit votre base de données que vous avez sur votre réseau local ou un fichier que vous avez sur votre réseau local, une fois que vous l'avez défini, vous pouvez l'utiliser dans la console. Vous pouvez enfin l'utiliser lors de l'analyse et afficher le résultat ici dans la console. Donc, les différentes sources de données sont multiples. Donc, vous pouvez utiliser pas mal de sources de données disponibles. Ça peut être des sources qui sont dans le cloud, comme sur votre réseau local. Et vous pouvez également appliquer des règles de qualité sur, lors de l'analyse pour faire ressortir les critères d'analyse. Et vous avez également des types sémantiques. Donc, je vous ai parlé lors de la présentation des applications cloud, j'ai parlé du Dictionary Service. Donc, le Dictionary Service, c'est ça. Donc, c'est un dictionnaire de données qui contient énormément de types sémantiques, enfin de valeurs. On a, par exemple, des aéroports. C'est une liste de valeurs d'aéroports. On a de l'aéroport, du code aéroport, parce qu'il y a des termes spécifiques pour identifier les aéroports. On a également des, une regex qui est liée au CAT American Express, de l'animal, enfin,
les codes TVA. Donc, il y a énormément de choses. Vous voyez, la liste, elle est longue. Donc, c'est des types sémantiques qui sont par défaut définis dans Talent Cloud que vous pouvez utiliser dans Data Inventory lors de vos analyses. Par exemple, ici, Civility, vous avez des différents types de personnes. Donc, Madame, Frau, je crois que ça doit être en allemand, Signora, vous pouvez rajouter, éditer cette liste et rajouter également votre propre information. Je mets n'importe quoi, hein. Tenez pas compte de ça. Madame, comme ça, MAM, hein, pour faire du raccourci, et valider. Et donc, cette valeur va faire partie de votre type sémantique. Et donc, lorsque vous allez lancer votre analyse dans Data Inventory, le programme qui va s'exécuter derrière va utiliser votre liste de valeurs sur la colonne, enfin sur une colonne, et va sortir les différentes métriques qui vont ressortir de cette analyse. Donc, d'où l'information ici où on a c'est ce qui nous permet de ressortir cette information où, après analyse, le programme nous dit cette colonne, c'est une colonne de numéro de téléphone US, parce que le format correspond au code US, ou encore au code géographique, parce que le format des données correspond aux différents codes géographiques qui peuvent exister, ou encore au pays, parce que le format, ça peut être de l'ISO 2, de l'ISO 3, qui sont utilisés, correspondent également au code pays. Voilà. Donc, voilà un peu, de manière assez générale, euh, les différents types d'utilisation de Data Inventory. Mais le maître mot dans Data Inventory, c'est de faire l'inventaire des données afin de ressortir le niveau de qualité de mes données et pouvoir agir efficacement pour rendre mes données de plus en plus qualitatives et avoir 100% de qualité de données. Donc, au lieu d'avoir 92%, l'objectif, c'est d'avoir 100%. Ok, c'est clair. Merci. Je vous ai mis ici un peu un exemple de process, hein, mais je ne vais pas le commenter. C'est juste histoire d'avoir une idée de comment je peux designer l'architecture d'un flux data inventory. Donc, on a du Salesforce. Ici, c'est le dataset qu'on va lire depuis Salesforce. Et à partir de là, je peux utiliser ce dataset soit dans Pipeline Designer pour définir un process un traitement, ou l'envoyer dans Data Préparation pour faire de la préparation. Et ici, on voit la data préparation, à quoi ça sert. Ben, comme je l'avais dit, la data préparation, c'est une application qui va nous permettre de préparer un traitement sur les données. Donc, il y a différentes fonctions qui existent dans data préparation, et ces fonctions vont s'appliquer sur mes données, et je vais pouvoir ainsi euh, alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas de dataset. Ah, bah si. Super. Donc, on va faire ça. Chose géniale, chose assez géniale, dans Data Inventory, j'ai une partie. Est-ce que c'est ici? Je peux passer directement à Data Préparation. Peut-être pas ici. Bon, on va aller directement dans Data Préparation. Voilà, je peux ajouter une préparation. Je choisis mon dataset et je fais Submit. Donc, mon dataset va s'importer dans l'application Data Préparation, et on voit qu'il y a une interaction entre les applications. Donc, je suis passé
d'un dataset que j'ai créé dans Data Inventory. Et ce dataset que j'ai créé dans Data Inventory, je peux le récupérer dans ma data préparation. Et je vois ici un jeu de données qui a été chargé dans la data préparation. Je peux appliquer des fonctions sur mon dataset. Donc, j'ai du Magic Fill. Donc, c'est une suggestion, une liste de suggestions que me propose l'application. Je peux faire du Magic Fill, je peux faire du Search and Replace, je peux faire du Change to Lowercase. Et à chaque fois que, non, je vais plutôt faire du Change to Uppercase. À chaque fois que je choisis une fonction, j'ai la possibilité de créer une nouvelle colonne pour ne pas impacter la colonne existante. Et une fois que c'est fait, je fais Submit. On va voir qu'ici, mon action a créé une entrée ici dans un bucket, donc qui est la première étape de mon traitement. Et on voit ici qu'on a créé une nouvelle colonne qui s'appelle OP underscore upper. Et toutes les valeurs de cette colonne sont passées en uppercase systématiquement. Donc, il existe pas mal de fonctions qui sont disponibles dans Data Préparation pour préparer mes données euh, en vue d'un futur process. Et une fois que mes données sont préparées, je peux les récupérer, toutes ces actions que je crée ici, qui vont s'afficher dans la liste au fur et à mesure que je fais une action. Par exemple, là, c'est Julie Tenger. Je peux dire, euh, je vais concaténer, ou alors je vais faire quoi? Je vais concaténer cette colonne avec du test, comme ça, juste comme ça, sans rien rajouter. Et je vais faire submit. Ah, post time, séparator. Est-ce que je suis obligé? Bon, voilà. Préfixe test, il va me créer une nouvelle colonne ici en ajoutant test en préfixe et il va récupérer le contenu de la colonne post-time qu'il va rajouter au test. Et donc, chaque action que je vais sélectionner ici, que je vais appliquer à une colonne, ça peut être une action sur une colonne ou sur une ligne. Donc, vous avez ici colonne et ici, vous avez row. Donc, je peux choisir une ligne et appliquer une action ou une fonction. Et à chaque fois que j'applique une fonction, cette fonction, elle apparaît ici dans cette colonne latérale où je peux voir les différentes étapes de ma préparation. Donc, première étape, je change en uppercase une colonne. Deuxième étape, je concatène le post-time avec un préfixe, etc. Donc, tout ce que je vais faire va apparaître ici. Et une fois que c'est bon, je fais submit. Tout est là, tout est disponible. Voilà, donc je prépare ainsi un traitement sur mes données qui peut être récupéré dans Talent Studio pour être intégré à un process plus large. Est-ce que j'ai une question? Est-ce on peut appeler ces data préparation dans le pipeline designer directement ou bien on doit publier sur le workspace, après ça on peut l'utiliser? Je sais pas, une question, peut-être une question bête. La question n'est pas bête et la question est très intéressante. Est-ce que je peux appeler ma data préparation dans Pipeline Designer? Ben, on va voir parce que personnellement, je ne sais pas. Mais on va voir dans Pipeline Designer, est-ce que j'ai la possibilité d'intégrer euh, alors, est-ce que j'ai une possibilité d'intégrer alors, Open, non, non, j'ai pas de data préparation ici, mais j'ai plutôt la data stewardship.
J'ai plutôt de la data stewardship, mais j'ai pas de data préparation. À mon avis, la data préparation va s'intégrer à un process du studio, mais pas à un process pipeline designer. Ok. Parce que, comme on vient de le voir, là, j'ai pas de. Je vais fermer ça. Si je fais ça, non, non, j'ai pas. Ouais. Ça, c'est des campagnes data stewardship, mais j'ai pas de data préparation. Vous voyez? Là, c'est du data stewardship. C'est marqué là, data stewardship Mhm. input. Mais est-ce que par contre, je peux les envoyer dans data? Non, je peux pas les envoyer dans data préparation non plus. Et on peut le publier de les data préparation dans le workspace, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr. Je pense qu'on peut Lorsque je fais, l'utiliser d'autres lorsque façons. je fais publish new artifact, je choisis mon environnement et vous voyez ici, c'est marqué workspace. Je peux publier ma préparation, ma data, mon pipeline designer dans, dans Non, non, mon workspace. je parle de data préparation, c'est pas le pipeline designer. Ah, la data préparation, non, non, non. La data préparation n'interagit pas avec le workspace. Ok, ok. Ça La marche. data Merci. préparation n'interagit pas avec le workspace. Par contre, la data préparation peut être intégrée à un job dans Talent Studio. Parce qu'il D'accord. existe des composants et il existe des composants qui se connectent à la TMC pour récupérer des préparations. Ok, bah, c'est ça ma question. C'est ça l'objectif de ma question. Comment je peux l'utiliser à la fin? Oui, justement. Avec Talent Studio, il y a des composants euh, des data prep. Euh, oui, il est passé monter. Hop, Peut-être rajouter le mot talent. ouais, peut-être qu'il veut le mot talent. Non, c'est pas grave, l'essentiel, c'est clair pour moi. Oui, non, en fait, il existe effectivement il existe des composants qui te permettent de te connecter à Talent Data Préparation pour récupérer des préparations que tu auras faites. Ok, Parce que j'ai super. pas de studio ouvert, sinon je te l'aurais montré. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'ai une question. Les données de data préparation, elles sont stockées dans une base indépendante, Mongo, MongoDB. non, 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 Non. MongoDB. Il y a dans Talent Cloud des bases de données de type MongoDB Mhm. qui sont embarquées, hein, c'est du embedded. Donc, tout ce qui est dataset que vous utilisez dans data préparation, data stewardship ou data inventory sont stockés dans cette base de données MongoDB. Et cette base de données MongoDB, elle est cloisonnée par compte utilisateur. Donc, chaque client aura son espace MongoDB et du coup, un client A ne peut pas avoir accès aux données du client B parce qu'il y a ce cloisonnement qui est fait entre les sessions et entre les souscriptions. Du coup, ça apporte un peu plus de sécurité et ces données sont cryptées. Donc, Ok. pas possible de les avoir en clair si on veut faire du sniffing des données. Ok, merci. On continue? Alors, ensuite, on a la data stewardship. Alors, je vais aller assez rapidement
parce qu'il est déjà 13h45. On va essayer de finir à peu près vers 14h30 ou 14h45. Je ne sais pas quelles sont vos disponibilités, mais je vais essayer 14h30? d'accélérer. Non. Ouais. Bah, 14h30? non, bah, non, on avait dit 14h. Ouf. Je sais pas, peut-être qu'on peut le scinder en deux sinon, pour continuer plus tard. Je sais pas comment. Je pense C'est qu'on comme aura vous du mal. voulez. On va essayer. On aura du mal, effectivement. Bon, déjà, on va, parce que l'idée, c'était de pouvoir présenter l'architecture, mais c'est déjà pas mal. On voit déjà les applications qu'il y a dans Talent Cloud. Ouais, c'est ça. Je vais essayer d'accélérer. Alors, donc, on est sur la data stewardship. Et comme je l'avais dit, la data stewardship va nous permettre d'arbitrer les données. Donc, supposons qu'on a un dataset qui soit de mauvaise qualité ou alors un dataset où on a un volume de données qui est assez conséquent, mais pour lequel on n'a pas vraiment d'informations sur d'éventuels doublons ou des données qui présentent une action humaine pour les mettre, pour les rendre de qualité. Donc, on n'a pas cette information. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la data stewardship. Et la data stewardship, avec la data stewardship, on va appliquer des algorithmes qui sont des algorithmes de matching. On a différents types d'algorithmes comme le Jarrow-Winkler, le Levenstein, le Exact Match ou d'autres types d'algorithmes qui sont présents. Et avec ces algorithmes, on va pouvoir ressortir avec précision les données qui sont identiques en fonction du niveau de matching qu'on va apporter dans la configuration de ces composants-là. On va pouvoir faire ressortir les données qui sont uniques, les données en doublon et les données qui sont des données suspectes pour lesquelles on n'a pas l'information sur leur unicité ou sur leur duplicité. Donc, la data stewardship va ressembler à ceci. Ah, je me suis déconnecté. La data stewardship, vous voyez qu'on a différents types d'informations. Donc, on a arbitration, résolution, merging, grouping. Et en général, le merging, c'est lorsqu'on a des données qui sont en doublon, donc avec quasiment les mêmes valeurs. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des données qui sont en doublon avec exactement les mêmes informations. Donc, avec la campagne de merging, je peux fusionner ces données qui viennent de différentes sources. Donc, j'ai Salesforce, j'ai Marketo, je peux avoir du MySQL, de l'Oracle. Et donc, je vais prendre les données qui viennent de ces différentes sources-là, je vais les matcher ensemble et voir quelles sont les données qui sont similaires dans ces différentes sources que je peux merger. En général, dans les systèmes MDM, où on veut avoir une référence unique d'une donnée, on va mettre en place une campagne data stewardship pour avoir une source unique de ces données-là. Donc, l'architecture, il faut se référer généralement à l'architecture des solutions MDM, où on a une source master, donc qui est le référentiel central, qui va déverser les données dans les différents sous-systèmes. Et en règle générale, lorsqu'on met en place une solution MDM, on va d'abord mener une campagne d'arbitrage où on va arbitrer nos données, on va récupérer les données qui sont dans ces différentes sources. J'ai Monsieur Arnold Amigon qui est à la fois dans Marketo, dans Salesforce, dans MySQL, dans Oracle. Donc, je vais récupérer toutes ces informations et voir s'il y a une différence entre ces différents systèmes. Et là, je vois que, par exemple, dans Salesforce, ce monsieur
à son âge qui est renseigné. Et dans Marketo, on n'a pas l'information sur l'âge. Ce qu'on va faire, on va fusionner ces deux informations en prenant l'information la plus complète, qui sera notre information référente. Donc, cette information référente, qui est l'information qu'on va mettre dans notre référentiel central, sera ensuite publiée à tous nos systèmes, tous nos sous-systèmes. Donc, on va remplacer les données des différents sous-systèmes qui sont connectés à notre référentiel central pour avoir la même information partout. Ça, c'est la campagne de merging. Donc, on va merger les données. Dans la campagne d'arbitration, on va arbitrer les données. Donc, on a des informations et on a des questions. Alors, ici, on va dire, est-ce que, selon toi ou selon le data steward, l'information sur le candidat est bonne ou non? Donc, si je clique sur Yes, ça veut dire que je valide ma tâche, je valide ma donnée, mon information. Si je clique sur non, ça veut dire que je ne la valide pas. Ça veut dire qu'il y a une erreur ou il y a quelque chose dans cette information qui ne va pas. Donc là, j'arbitre à travers des questions et des réponses. Oui, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Donc c'est ce qu'on va voir en général dans les campagnes d'arbitration. Ensuite, on a les campagnes de résolution dans Data Stewardship. Donc, les campagnes de résolution, j'interviens sur la donnée, c'est-à-dire que chaque donnée est représentée unitairement. Ce n'est pas un groupe de données ou un ensemble de lignes que je dois traiter. C'est une ligne à la fois dans les campagnes de résolution. Donc, ici, je peux agir manuellement sur l'information. Par exemple, ici, taille, c'est marqué L. Je peux dire non, taille, c'est XL, par exemple. Donc là, j'applique une correction manuelle à une ligne, une seule information de mon dataset. Et quand c'est bon, je clique sur le cadenas pour dire j'ai fini de traiter la ligne, elle est prête à être validée et quelque part en dessous ou au-dessus, j'ai un bouton Validate. J'ai pas assez d'espace. Enfin, la résolution de mon écran est assez médiocre, du coup, il me manque des infos. Donc voilà, à chaque fois que je termine la résolution d'une information, d'une ligne, je peux cliquer sur Valider pour valider ma ligne et passer à la correction suivante. Donc j'arrive ici, je corrige, je valide. Donc là, il manque une information, donc une erreur, ce qui apparaît en rouge, quantity, je peux mettre 1. Donc le fait d'avoir corrigé cette valeur unitairement, vous voyez, le rouge, le cadenas qui était rouge devient gris et ouvert, ce qui veut dire que j'ai fini de traiter la tâche. Je clique là-dessus et je passe à la tâche suivante, ainsi de suite. Donc, dans une campagne de résolution, je vais corriger unitairement mes datas, ligne par ligne, et je vais les valider aussi unitairement. Et enfin, nous avons la dernière campagne, qui est la campagne de grouping. Dans la campagne de grouping, j'ai ici un ensemble de lignes dans ma tâche. Je ne sais pas si je peux. C'est dommage, je n'ai pas la bonne résolution et je n'ai pas le temps de. Alors, hop. Alors, on a du mal à voir, mais voilà. Bon, ça, on va dire que c'est la campagne de grouping. Donc, dans la campagne de grouping, je vais regrouper mes données. Je vais regrouper mes données un peu comme dans la campagne d'arbitration qu'on a vue plus haut.
où je dois dire oui, ces, euh, ces données correspondent ou ces données matchent ensemble, ou non, ces données ne matchent pas. Et je passe aux tâches. Vous voyez qu'ici, on a les tâches qui défilent. Donc, une fois que j'ai traité une tâche, je passe à la tâche suivante. Donc, je vais passer à la tâche 3, ainsi de suite. Donc, je vais merger les données, un groupe de données ensemble et créer ainsi mon Golden Records. Alors, dans la partie API Designer, là, je n'aurai pas de présentation ou de démo à vous faire. Donc, dans l'API Designer, je vais définir, je vais designer mes API dans Talent API Designer et je vais pouvoir ensuite me connecter avec mon studio, donc récupérer cette définition de l'API dans Talent Studio et pouvoir ensuite faire les opérations de test avec l'API Tester et publier mon API dans la TMC. Donc l'API Tester va me servir à tester. C'est un peu comme les outils de test d'API qu'on a. C'est à peu près pareil. Donc, on va pouvoir tester nos différentes API. Alors, est-ce qu'on peut finir au moins à 14h15 au lieu de 14h30? Bah, là, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui s'en vont. Tu voudrais voir quoi, du coup, pour la dernière partie? Ouais. Ben, là, on attaque vraiment la partie architecture, quoi. Ok. Bah, moi, Euh, deux possibilités. Soit effectivement, on raccourcit comme ça et on voit les grandes lignes d'architecture, ou alors on s'organise à un autre point dans les semaines à venir, en dehors du premier mardi du mois, où on pourra aller plus en ouais. détail et les gens intéressés pourront venir. Ben, dans Comme ce tu veux. cas-là, on peut se dire semaine prochaine pour la partie architecture de référence, Ok. en fonction des disponibilités de chacun, bien sûr. Ouais, ça marche. Pour le niveau date, bah, on verra ça entre nous. On va dire que là, on a balayé la première partie de notre session, enfin, la première partie de notre session. Et il nous reste encore d'autres choses à voir, telles que l'architecture de référence, à quoi cela fait allusion. Donc, qu'est-ce qu'une architecture de référence en termes de définition? Ensuite, on va voir à quoi ça sert, quel est le but de définir une architecture de référence. Et nous allons voir les différentes architectures Talent Cloud, quelles sont les différences en l'architecture on-premise et l'architecture cloud. Nous allons voir également dans la prochaine session la définition des différentes architectures, enfin, quels sont les différents types d'architecture cloud qu'on peut avoir en mode hybride, en mode VPC, et également l'architecture cloud hybride. Donc, qui va faire ressortir la partie data stewardship et data préparation. Quelle architecture choisir dans tout ça? Et la partie security. Nous allons voir également, en termes de sécurité, qu'est-ce qui est mis en place pour garantir la sécurité des données clients. Nous allons voir également le sens de communication entre le studio et le cloud. Et enfin, nous allons voir dans les appendix la définition d'un remote engine. Qu'est-ce que c'est qu'un remote engine? Quelle est la différence entre un cloud engine et un remote engine? À quel moment je dois utiliser un remote engine? Quels sont les avantages de la bascule sur du Talent Cloud? Et ici, quelles sont les différences entre une architecture ou une solution on-premise et une solution Talent Cloud? Et nous terminons là-dessus. Donc ça, Ok. c'est ce que nous allons voir pour la semaine prochaine, enfin, pour la prochaine session.
Super. Bah, merci beaucoup, Franck. C'était très complet. Bon, j'ai appris beaucoup de choses pour le coup aujourd'hui. Ben, avec plaisir. C'est pas toujours simple de réunir autant d'informations dans une session de 2 heures. En général, c'est des sessions qu'on donne dans des formations d'une journée. Ouais. Et comme vous le savez, il y a énormément d'informations sur Talent Cloud, sur les applications qui existent dans le cloud. Et 2 heures par moment ne suffisent pas, mais on va essayer de synthétiser au maximum pour apporter les informations assez précises et l'essentiel des informations pour vous, chers collègues Talent Expert, et aussi pour tous ceux qui vont nous suivre sur la toile. Euh, et aussi, n'oublions pas que nous sommes un collectif d'experts talent, où nous échangeons sur différents sujets autour de talent principalement, et nous pouvons aussi intervenir sur vos projets pour vous apporter notre expertise, quel que soit le sujet. Il y a plusieurs casquettes dans le groupe, et ça, Xavier est, on va dire, celui-là qui peut vous en dire plus sur le collectif Talent Expert. Yes. Merci beaucoup. Bon, Bien, merci à tous et à toutes. Tous. Merci merci beaucoup, à Franck. tous. Merci à Franck, Merci hein. beaucoup. Merci beaucoup Franck, merci Merci Franck. Xavier et merci tout le monde. Ben, Ultra j'essaierai pertinent. de faire court la prochaine fois. Je vais essayer. Il y a tellement d'informations et puis des fois, quand on est lancé, on s'arrête pas. C'est passionnel, je dirais. Allez, ciao, à Bien, bientôt. Merci Salut. beaucoup. Au ciao, revoir. à très bientôt. Au Merci revoir. Franck, Merci. merci tout le monde.